Bonjour à tous. Le poème que nous allons étudier aujourd'hui est un poème issu du recueil de Francis Ponge, Le parti pris des choses, édité en 1942, intitulé Le cajot. Comme le pain ou la bougie et tant d'autres, ce poème prend le parti d'élever un objet quotidien, un cajot, qui semble banal et même particulièrement insignifiant, au rang d'objet poétique. À mi-chemin de la cage au cachot, la langue française a cajot, simple caissette à claire-voie vouée au transport de ces fruits qui, de la moindre suffocation, font à coup sûr une maladie. Agencé de façon qu'au terme de son usage, il puisse être brisé sans effort, il ne sert pas deux fois. Ainsi dure-t-il moins encore que les denrées fondantes ou nuageuses qu'il enferme. À tous les coins de rue qui aboutissent aux halles, il luit alors de l'éclat sans vanité du bois blanc, tout neuf encore, et légèrement ahuri d'être dans une pose maladroite à la voirie jetée sans retour. Cet objet est en somme des plus sympathiques, sur le sort duquel il convient toutefois de ne pas s'appesantir longuement. Nous nous demanderons comment ce poème rend hommage à un objet dédaigné. Et nous suivrons pour cela les trois paragraphes du poème, le premier pouvant être considéré comme la définition du cajot, le deuxième insistant sur la brièveté, l'éphémérité de son existence, et enfin le troisième racontant son abandon. Tout d'abord le titre, le cajot, évoque un article de dictionnaire grâce à l'article défini, le, qui évoque l'objet en général et non un cajot parmi d'autres. Cette impression est confirmée par l'usage du présent de vérité générale dans le poème. Toutefois, le poème semble prendre le genre de l'article du dictionnaire à rebours, car l'objet défini, le cajot, est placé loin du début du premier paragraphe. Et le mot lui-même, cajot, n'existe pas dans le littré. Donc on a l'impression que Ponge s'amuse avec le genre du dictionnaire, le transformant comme il transforme l'objet, puisque le mot attendu dans la définition est placé loin, il n'est pas le sujet de la phrase, et qu'en plus c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire. De plus, il fait de cet article du dictionnaire, enfin deux dictionnaires, un véritable poème en prose avec un travail sur les sonorités. Par exemple, nous avons remarqué que tous les paragraphes commencent par le A de cajot, et le premier paragraphe est même marqué en son début par les assonances en A et en O. A, mi-chemin de la, cajot, cachot, la langue française A, cajot, simple caissette à claire-voie vouée au transport de ces fruits, etc. Mais surtout la première ligne, à mi-chemin de la cage, on a A, la, cage, au, cachot, la, à, cajot, etc. Donc il y a un travail ici sur la forme et les sonorités comme dans tout poème. De plus, les trois paragraphes, aux tailles assez proches, peuvent évoquer comme une sorte de discret calligramme, la forme même du cajot avec ses claires-voies. La définition commence donc, de manière surprenante, puisque l'arrivée de l'objet défini, le cajot, non seulement est retardée, comme si le poète voulait nous le faire attendre, cajot, mais aussi cet objet n'est pas le sujet de la phrase comme on l'attendrait. Le cajot est, etc., comme ça devrait être dans un article de dictionnaire. Le sujet est la langue française, et de fait, la première ligne se concentre sur le mot lui-même, faisant remarquer la paronomase entre cage, cachot et cajot. Si ce dernier a bien une racine commune avec cage, donc cajot, cage ont bien une racine commune, ce n'est pas le cas pour cachot. Le poète, grâce à ces rapprochements, évoque donc l'enfermement qui serait lié au cajot. Toutefois, cette tonalité sombre est démentie par la suite du paragraphe qui insiste avec légèreté sur la simplicité de l'objet, grâce à l'adjectif simple, au suffixe et, qui signifie la petitesse, et qui, donc tous deux, associés l'un à l'autre, font du cajot un objet finalement marqué par son humilité. De plus, la suite du paragraphe insiste sur l'utilité du cajot, avec l'évocation du transport,
du transport des fruits, qui sont présentés comme fragiles dans la relative qui les décrit, qui, de la moindre suffocation, font à coup sûr une maladie. Par l'adjectif moindre devant suffocation, ce moindre insistant sur la faible capacité à supporter les aléas qu'ont les fruits. Et ce moindre fait écho à maladie grâce au son M. Or, ces deux termes qui disent qu'une toute petite cause a des conséquences fâcheuses encadrent la suffocation. On a moindre, suffocation, maladie. Moindre et maladie encadrant suffocation, avec à chaque fois ce son en M. D'ailleurs, suffocation, il y a une allitération en F, suffocation fond, qui évoque justement cette suffocation, cet étouffement. Le cajot est donc nécessaire pour préserver ses fruits. Malgré cet aspect positif, on retrouve un peu de l'enfermement évoqué précédemment dans le participe passé voué, qui non seulement est passif, comme tout participe passé, mais aussi a une signification renvoyant à un destin, une forme de fatalité qui enfermerait le cajot dans son unique fonction. De fait, il y a bien quelque chose de tragique dans le destin du cajot, et c'est ce que nous verrons dans le deuxième mouvement, centré sur la brièveté de l'existence du cajot. Le deuxième paragraphe commence en effet par une proposition circonstancielle de conséquence, de façon qu'au terme de son usage il puisse être brisé. Ce qui implique que la conception même du cajot est pensée pour cette fin violence. On a donc la conséquence de façon que, si bien que, en fait, c'est l'équivalent de si bien que. Donc tout le but, la vie du cajot est orientée vers cette fin violente, qui suit l'usage auquel il a été voué, que nous avons vu auparavant. Nous voyons d'ailleurs que le cajot est réduit à son utilité, avec les mots usage, sert, qui confirment le participe voué. Tout insiste sur, donc non seulement une forme de fatalité, une existence qui a été prédéterminée, mais en plus sur la fragilité et la brièveté de sa vie. On a le complément circonstanciel de manière sans effort, ainsi que la proposition négative « il ne sert pas deux fois », et la comparaison « il dure moins que les denrées fondantes ou nuageuses qu'il enferme », c'est-à-dire les fruits. D'ailleurs, cette comparaison, insiste deux fois sur cette brève existence, grâce au comparatif d'infériorité moins que, qui suit le verbe durer, et grâce au comparant sur la fragilité duquel on avait déjà insisté. Donc en fait, cela dure moins que, et là le comparant c'est les denrées fondantes et nuageuses, c'est-à-dire les fruits, donc ça dure moins que les fruits. Or on avait vu dans le paragraphe précédent que les fruits étaient eux-mêmes extrêmement fragiles. Et d'ailleurs, le texte insiste à nouveau sur la fragilité de ces fruits à travers les adjectifs fondante et nuageuse. C'est deux adjectifs qui font des fruits aussi des objets de poésie évanescents, mais mettent en avant non seulement une certaine légèreté, mais aussi une éphémérité, puisque ce qu'ils font disparaît vite et les nuages sont éphémères eux aussi. Tous ces aspects du cajot font de cet objet une forme de vanité moderne, un memento mori qui aboutit à une description dans le troisième mouvement de son abandon, de l'abandon du cajot, et nous arrivons au troisième paragraphe. De fait, le troisième paragraphe nous décrit la situation du cajot abandonné dans la rue, à tous les coins de rue qui aboutissent aux halles, il luit alors, etc. Donc on a ici une description d'un lieu. On le place en situation, mais cette situation, quoique tragique, est contrebalancée par l'humilité lumineuse du cajot. En effet, même si le bois blanc, qui est la couleur du bois jeune, et la position tout neuf encore, avec l'adverbe encore, insistant sur un temps qui a été trop court, montre que le cajot meurt jeune, et même si l'expression finale « à l'avoir eu jeté sans retour », avec une anastrophe qui place à l'avoir eu au début et permet ainsi de placer à la fin de la phrase « jeter sans retour ». Donc il y a ici une syntaxe inattendue qui souligne la fin, la chute violente et inéluctable. Jeter sans retour.
en inversant à la voirie et jeté sans retour. Donc malgré cela, il y a une valorisation du Cajot qui porte sur sa clarté et sa simplicité. Nous voyons le champ lexical de la clarté dans lui, éclat, blanc, et la simplicité est mise en avant par le complément circonstanciel de manière, sans vanité, qui, tout en évoquant le genre précédemment évoqué de la vanité, signifie aussi l'humilité de cet objet, objet auquel l'auteur accorde une certaine sympathie à la fin, continuant de le personnifier comme il l'avait fait à travers l'adjectif ahuri, le groupe nominal pose maladroite, et maintenant on a l'adjectif sympathique. Donc ici en fait, si j'ai parlé tout le long de mort du Cajot, c'est bien que le Cajot est personnifié, et il est personnifié finalement comme une personne à la fois belle, lumineuse, mais aussi humble, et au sort tragique. Toutefois, le poète aussi finit par délaisser le Cajot dans la relative finale, sur le sort duquel il convient toutefois de ne pas s'appesantir longuement. Relatif qui commence à duquel, qui est le pronom relatif, et dont l'antécédent sort rappelle la fatalité évoquée précédemment. Il convient de ne pas s'appesantir sur ce sort. Nous pouvons ajouter que si le poète décide de délaisser ce Cajot, c'est aussi avec une sorte de petit tour de passe-passe, comme il a souvent l'habitude de le faire, avec un jeu de mots autour du verbe s'appesantir. Car il s'agit à la fois de ne pas s'appesantir dans le discours, donc de ne pas passer trop de temps à parler de ce Cajot. Ici, le verbe s'appesantir est utilisé de façon figurée, et ce qui est assez ironique d'ailleurs, puisque le poète vient justement de s'appesantir sur ce Cajot en faisant tout un poème. Mais on peut aussi prendre le verbe s'appesantir au sens propre, puisqu'on avait vu que ce Cajot était fragile et qu'il ne faut pas peser dessus, car sinon il se brise. Ainsi, nous avons pu voir que ce poème fait d'un objet non seulement oubliable, mais en plus fragile et sans grandeur, le Cajot, un objet de poésie qui est magnifié justement par sa petitesse et sa simplicité. Et c'est ici que nous voyons justement la modernité de Ponge qui porte notre attention sur un objet du quotidien qui nous échapperait si le poète ne nous invitait pas à lui porter un regard neuf, un nouveau regard. Nous pouvons penser aussi au Melon de Saint-Amand, qui est ce poème dans lequel Saint-Amand, justement, poète baroque, met en avant un melon qui devient lui aussi objet de poésie, non plus seulement objet de gourmandise. Nous pouvons aussi penser à la Charogne de Baudelaire, célèbre poème, qui met en avant quelque chose qui est normalement laid, le cadavre d'un animal en putréfaction, mais qui en fait un objet de poésie et justement aussi une vanité, une façon de contempler la brièveté de l'existence humaine, la fragilité de l'existence humaine, mais à travers quelque chose que normalement on ne regarderait pas. Donc ce sont des vanités modernes, aussi bien le Cajot que la Charogne.